Le journal. Mesdames, Messieurs les titres, le Gabon crée des zones agricoles à forte productivité dans 3 de 9 provinces pour promouvoir la culture des spéculations vivrières à grande échelle. Renforcer la résilience des femmes rurales à la suite de la Covid-19, c'est la thématique 2020 au centre des activités de la Journée internationale de la femme rurale, célébrée demain en hommage de son rôle décisif en matière de sécurité alimentaire et de nutrition au quotidien. Bientôt, un cadre juridique encadrant la profession d'artisan au Gabon. Les travaux de la task force dédiée viennent d'être présentés aux bailleurs de fonds et aux artisans à Libreville. Enfin, les magistrats et greffiers nommés et promus à la Cour des comptes, renvoyés à l'exercice de leurs fonctions à l'issue d'une cérémonie d'installation à Libreville. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Bonsoir et bienvenue à tous. Achille Monda Moussoti à la présentation. Cela dit, le ministre d'État à la communication Edgar Anissé-Mboumbou Yakou a présenté ce jour au Premier ministre Rose Christiano Soukaraponda la feuille de route de son secteur au cours des travaux du Conseil de cabinet interministériel sectoriel. Ramoussavou de Santa Fe. Face à la patronne de l'administration gabonaise Rose Christiano Soukaraponda, le ministre d'État, ministre de la Communication et de l'Économie numérique, a fait un état des lieux de la situation des entités sous tutelle que sont Radio Gabon, Gabon Télévision, l'Agence gabonaise de presse, l'Institut gabonais de l'image et du son et la Poste SA. Edgar Anissé-Mboumbou Yakou. Nous avons décliné à Madame le Premier ministre la feuille de route de toutes les entités, ensuite les objectifs visés par ces entités, les difficultés rencontrées, mais également les perspectives d'avenir. Nous avons donc recueilli de Madame le Premier ministre un certain nombre d'orientations concrètes que nous allons essayer de mettre en œuvre avec l'espoir que très bientôt il y aura une petite clarté dans l'action que nous menons. Au moment où la Poste SA retrouve progressivement une stabilité financière, le ministre d'État sollicite du gouvernement un accompagnement. Pour permettre à cette entité de pouvoir fonctionner correctement et surtout régler un certain nombre de problèmes et de difficultés, notamment la situation des épargnants qui commence à devenir très présente. Autant de problèmes que nous avons évoqués, ce sont donc des problèmes qui ont été égrenés, passés au peigne fin et pour lesquels nous pensons que des solutions ont été trouvées. Pour rappel, depuis plus de 3 ans, le Gabon a un nouveau cadre légal et réglementaire du secteur de l'économie numérique. Il contribue au développement des technologies de l'information et de la communication et de la Poste SA. Ramoussavou de Santa Fe. Le Gabon crée 5 zones agricoles à forte productivité dans les provinces de l'Estuaire, du Moyen-Ogoué et de l'Angounié. La décision a été rendue publique hier au terme des travaux du Conseil des ministres ayant adopté 5 projets de décret. Objectif, promouvoir la culture des spéculations vivrières. Fabingui, au Canvelé. Le gouvernement vient de créer 5 zones agricoles à forte production à l'issue du Conseil des ministres du 13 octobre 2020. Madeleine Baird, ministre de la fonction publique, porte-parole du gouvernement. La zone agricole à forte productivité de Kango, la zone agricole à forte productivité du Demba, la zone agricole à forte productivité de Mboukou, la zone agricole à forte productivité d'Andem, la zone agricole à forte productivité de Bifoun à Banga. Les zones agricoles à forte productivité sont donc la réponse pour la transformation du monde rural parce qu'elles vont se situer à mi-chemin entre la ville et le milieu rural. Et bien dit Mangra Moussavou, ministre de l'Agriculture. Les zones agricoles à forte productivité, pour nous, apportent la réponse à cette question. Comment faire en sorte d'avoir un espace transitionnel entre la ville et le village qui regroupe dans un même endroit des agro-industries, des agripreneurs et des coopératives qui regroupent dans un même endroit la formation des plateformes multiservices qui assurent tout cet habitat qui est nécessaire pour que quelqu'un qui part de la ville ne se sente pas totalement dans une forme de dépression et isolé.
et qui permettent de résoudre cette question du foncier et la prise en compte de ce conflit homme-faune que nous voulons mettre dans les esprits, que nous voulons que dans les esprits il soit considéré plus comme une cohabitation homme-faune. Donc pour nous, les zones agricoles à forte productivité sont la solution qui permettent de relever justement les défis de la transformation du monde rural. L'objectif est d'encourager les jeunes à retourner à la terre et de promouvoir la culture vivrière afin de réduire la dépendance alimentaire de notre pays. Madeleine Baird, ministre de la Fonction publique, porte-parole du gouvernement. Ces zones agricoles à forte productivité sont-elles destinées à promouvoir la culture des spéculations vivrières, notamment la banane, le manioc, le maïs, le riz, le soja, de même qu'à développer l'élevage avicole et porcin à grande échelle. L'autre avantage à tirer de ces zones agricoles est la transformation des mentalités, car elle pourrait faciliter la cohabitation homme-faune qui ne sera plus vue comme un conflit. Parlons de la conservation des aliments. Le sujet était au centre d'une formation à Ouvendo des familles retenues au programme Gabon Famille Verte, une initiative conjointe Agence gabonaise de sécurité alimentaire, Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Issa Steve Mefan. Une initiative entreprise en perspective à la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, mais avant respect des mesures barrières et hygiène avant le traitement des aliments, ambiance de séance. Même sans la pandémie, au départ, quand on veut faire la nourriture, nous devons être propres. C'est-à-dire la première chose, nous devons nous laver les mains. Vous allez faire des exercices, il faut nettoyer le produit, il faut le laver, il faut laver la tomate. Les hommes doivent avoir les échalotes. Maman, même tes cheveux sont ouverts. Tu fermes complètement. Sollicité par l'Agence gabonaise de sécurité alimentaire pour former les familles ayant bénéficié du programme Gabon Famille Verte, l'atelier a porté sur la conservation des aliments restant produits en surplus. Marie-Claire Mbadinga, présidente de la Fédération nationale des transformateurs des produits agricoles du Gabon. Nous, FENATAG, pour la Journée mondiale de l'alimentation, on avait prévu un atelier et la FAO est notre partenaire. La FENATAG vit ou bien existe grâce à la FAO. Nous avons été sollicités par la Gaza pour pouvoir former ces participants. Ils ont cultivé pendant la saison sèche, ils ont récolté des produits. Nous allons montrer aux participants comment faire la tomate pelée, c'est une forme de conserve. On va aussi présenter comment on conserve ou bien comment on apprête le légume qu'on appelle folon avant la consommation. Parce que beaucoup ne savent pas, souvent vous goûtez, il y a le sable et tout. Ils ont aussi récolté le piment, nous avons du piment aussi. On va leur montrer comment faire les conserves de piment. Rien ne se perd, tout se transforme. Cette citation de Lavoisier a été mise en pratique par la FENATAG en la transmettant dans le cadre de la conservation de la surproduction des récoltes dont on peut tirer profit. Nous vous proposerons en fin de journal l'entretien que le coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, Elder Mouteya, a accordé à Fabien Guy Okemvele à l'occasion de la célébration de 75 ans d'existence de cette institution internationale. Les femmes rurales à l'honneur demain à l'occasion de la célébration de la journée internationale éponyme sous le thème « Renforcer la résilience des femmes rurales à la suite de la Covid-19 ». Au Gabon, l'événement donne lieu à une série d'activités à Libreville sous le thème national « Promouvoir les activités socio-économiques des femmes rurales, moteur de la résilience en temps de pandémie ». Gaël Mbimba Okoko nous en parle. Dans tous les pays du monde et loin des grandes agglomérations, elle est reconnue pour son engagement au travail. La majorité d'entre elles dépendent des ressources naturelles et de l'agriculture pour gagner leur vie. La femme rurale, puisqu'il s'agit d'elle, représenterait plus du quart de la population mondiale et environ 43% de la main-d'œuvre agricole dans les pays en développement. C'est surtout parce que les 76% des personnes qui vivent dans l'extrême pauvreté sont des habitants de campagne que l'impact de son rôle est encore plus poignant. Ce d'autant plus qu'elle contribue à la réduction de la faim et de la pauvreté dans le monde. Ce qui fait de lui un maillon important pour la réussite du programme de développement durable. Le Gabon, qui salue les efforts fournis par la femme rurale gabonaise avant et pendant la pandémie du coronavirus, va l'honorer ce 15 octobre sous le thème national « Promouvoir les activités socio-économiques des femmes rurales, moteur de résilience en temps de pandémie ».
Si les contributions des femmes rurales du Gabon dans le rayonnement des provinces sont reconnues, le ministère en charge des droits de la femme reconnaît également que les efforts restent à fournir pour améliorer leur situation sociale, économique, environnementale et même culturelle. D'où le thème choisi cette année devrait permettre, selon la tutelle, de renforcer leurs capacités dans les domaines de l'autonomisation économique, l'inclusion financière, ainsi que les sensibiliser sur leurs droits. Plus de 70 participants sont attendus à l'auditorium d'Arambo ce jeudi pour célébrer les femmes rurales de notre pays. La célébration de la Journée internationale de la femme rurale passe sous silence à Makokou, où les femmes du chef-lieu de la province de l'Ogoïvindo interpellent les autorités. Les précisions à Makokou avec Cécilia Akoumamendom. Promouvoir les activités socio-économiques des femmes rurales, moteur de la résilience en temps de pandémie, ce thème national choisi par les autorités du ministère des Affaires sociales et des droits de la femme, en tête desquelles le ministre Priska Koro épouse l'Inde pour honorer la femme rurale. La Journée internationale de la femme rurale est donc l'occasion pour la femme rurale ogivine de vanter ses mérites au regard des efforts qu'elle ne cesse de consentir dans plusieurs domaines de la société, à l'exemple du suivi familial où elle joue le rôle de chef de famille. Nous ne sommes pas concernés par cette journée parce que tout se passe à Libreville. Ici à Makokou, on ne ressent rien de cette journée. Donc par rapport à nous les femmes, nous-mêmes on se débrouille, on fait les plantations seules, on élève les enfants seuls et on n'a pas l'aide de l'État. On ne ressent rien pour cette journée. À côté de cela, elle affronte au quotidien les dangers du conflit homme-faune pour nourrir sa progéniture. L'occasion est donc donnée à la femme rurale ogivine de lancer un appel au pouvoir public afin de jeter un regard sur le vécu quotidien de la femme rurale gabonaise en général et ogivine en particulier. Nous les jeunes femmes, nous souffrons avec les enfants toutes seules. On n'a pas l'aide de l'État. On demande à l'État de nous aider, de nous donner au moins de l'argent pour qu'on puisse mettre les enfants à l'école, de nous soutenir. Nous sommes des petites coiffeuses, on a des petits salons et puis il n'y a rien, on se débrouille toutes seules. Nous constatons que cette journée, il n'y a pas vraiment de mobilisation au niveau de Makokou. On constate que le plus grand nombre d'activités se trouve plus à Libreville parce que la femme ogivine, nous constatons que de nos jours, elle se bat souvent seule, elle va au marché seule, elle élève ses enfants seule, elle fait l'agriculture seule. C'est pour cela que nous demandons à l'État d'accorder un soutien à ces femmes surtout qui pratiquent des petits PME, c'est-à-dire celles qui font par exemple l'agriculture artisanale, celles qui font par exemple la coiffure, celles qui sont autonomes, qui se battent normalement chaque matin. Voici par exemple la période de rentrée scolaire. Ce serait par exemple difficile pour ces femmes-là. La femme rurale joue un rôle majeur de plus en plus reconnu dans la pérennité des foyers et des communautés en zone rurale. Elle constitue une large part de main-d'œuvre agricole, formelle et informelle, et effectue la grande majorité des tâches domestiques et de soins, entre autres des activités non rémunérées au sein des familles et des foyers en zone rurale. La femme rurale ogivine sollicite donc un regard particulier des pouvoirs publics car elle a encore beaucoup à donner à la nation gabonaise. De la province du Soleil Levant, Cécilia Akoumamendom pour Radio Gabon, la référence. Intéressons-nous à l'artisanat. Bientôt des textes régissant ce métier au Gabon. Eh bien, les travaux sur la task force de ce secteur ont été présentés aujourd'hui aux bailleurs de fonds et aux artisans à Libreville. Compte rendu, Greta Matsanga. C'est devant une assistance très attentive que David Moutouetadi, chargé d'études au ministère des Petites et Moyennes Entreprises, a présenté durant plus d'une demi-heure les travaux sur la stratégie de redynamisation du secteur artisanal qui s'articule sur 8 grands axes. Les axes principaux sont le cadre juridique, l'aide à la commercialisation, la communication pour les artisans, la protection des œuvres artisanales. Et ce cadre a la particularité d'inclure toutes les administrations qui interviennent pour le secteur de l'artisanat. Les acteurs du secteur exercent majoritairement dans l'informel. Le cadre légal est en cours d'installation et les artisans ne bénéficient pas encore de ce cadre légal. Présente à cet exposé, Estelle Ngomo, présidente de la CAPEG, Confédération des artisans et des petites et moyennes entreprises du Gabon, a salué le projet qui s'apparente à une bouffée d'oxygène. Un travail pareil va venir booster ces artisans-là par le truchement des participants tels que le ministre et ses collaborateurs. Nous avons besoin que les lois sortent. Nous connaissons déjà les enjeux que nous avons par rapport à notre métier, mais ce sont les lois qui nous manquent. Élaborée pendant un mois, cette stratégie vise à renforcer le modèle économique des artisans. Hugues Mbadinga Madia, ministre du Commerce, des PME, PMI. Il faut
que vous croyez en vos capacités. Il faut avoir cette détermination de se dire que le cadre est fait, il y a une loi sur l'artisanat qui est déjà créée, les décrets vont continuer à être pris, la chambre des métiers va être mise en place, les formations vont continuer, on va organiser les artisans par corps de métier, mais soyez volontaristes. Le ministère de la Culture étant également concerné par la question, Michel Mengameson a dit vouloir engager des actions communes pour la matérialisation du travail abattu. Le programme national de prévention et de contrôle des cancers vient de dresser à Libreville un bilan à mi-parcours de la campagne Octobre Rose. 126 cas suspects sont déjà détectés à travers le Gabon sur plus de 3500 femmes dépistées pendant les 2 dernières semaines. L'opération de dépistage des cancers du sein et du col de l'utérus se poursuit dans les entreprises. Ce jour, ce sont les femmes de la Poste SA qui se sont pliées au rituel et ce pendant 48 heures au centre de santé, tri et colis postaux des charbonnages à Libreville. Arnaud Ondo-Ngozogo. Après le dépistage, pour moi, c'est toujours négatif. Je me sens en forme. La cinquantaine révolue, Albertine Beng est une employée de la Poste SA. Comme plusieurs de ses collègues femmes de l'entreprise, elle vient de passer avec succès le dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus. L'opération a été rendue possible par la Fondation Sylvia Bongo Ondimba dans le cadre de la campagne Octobre Rose. Audrey Bouka, point focal Poste SA Fondation Sylvia Bongo Ondimba. La Fondation nous disait que face à la pandémie, cette année, les dépistages devaient se faire pour les entreprises qui ont des infirmeries. C'est dans ce cadre-là que nous avons eu des séances de travail avec les représentants de la Fondation. Le ministère de la Santé, il nous a apporté tout ce qui est corps médical. Et la Fondation nous a fourni tout ce qui est réactif, matériel pour pouvoir faire ces dépistages. Des dépistages qui se font gratuitement au profit des femmes reçues à tour de rôle selon leur ordre d'arrivée au centre médical de la Poste SA grâce au matériel dont dispose la structure logée dans l'enceinte du centre de tri et de colis postaux. Blanche Mundjigi, représentant du directeur général de la Poste SA. Il faut que les femmes aujourd'hui puissent aller faire ce dépistage qui est très important pour la vie donc des travailleurs féminins dans les entreprises. C'est important, il faut que la population soit renseignée. En cas d'anomalie détectée chez les femmes, celles-ci sont orientées vers des structures de santé agréées où elles peuvent obtenir une guérison si la maladie est détectée plus tôt. Gofine Anissette, praticienne. Lorsque nous recevons une femme, après examen, on se rend compte qu'il y a une anomalie, que ce soit pour le sein ou pour le col de l'utérus. On la dirige vers un gynécologue dans l'une des structures CHU de Libreville, le CHU mère et enfant, le CHU d'Ovando et le CHU d'Akonda. On peut obtenir une guérison totale lorsque on détecte le cancer très tôt, parce qu'après, lorsque c'est évolué, c'est un peu plus difficile d'obtenir la guérison. Selon les spécialistes, à partir du moment où une poitrine est déjà formée, on peut déjà se faire dépister du cancer du sein et celui du col de l'utérus à partir du moment où on est sexuellement actif. Bonne nouvelle pour les parents des enfants ayant des malformations congénitales du palais et de la lèvre. La fente labiopalatine, autrefois appelée bec de lièvre, une caravane gratuite pour leur prise en charge sera organisée en décembre prochain par la Société gabonaise de chirurgie pédiatrique. En prélude à cette campagne, une opération d'identification et d'enrôlement a lieu tous les mercredis et vendredis au CHU Mère et Enfants Jeanne Bory de Libreville. Edgar Kaba pour les détails. Geneviève tient son petit-fils d'un an et demi dans ses bras. Elle donne les raisons de sa présence à Jeanne Bory une fois de plus. J'ai mon petit-fils qui doit être opéré pour la 2e fois, pour le palier maintenant. Donc nous sommes là, on a rendez-vous ce matin avec le docteur. Il avait déjà été opéré pourquoi? Pour le bec de lièvre, le 2 décembre 2019. Maintenant, là, comme on l'avait d'abord fermé, maintenant on revient maintenant pour le 2e tour. Vous constatez qu'il est guéri. Maintenant, on va maintenant faire pour l'intérieur le palier. Maman Perrine Moëlé est venue inscrire son nourrisson d'1 mois frappé par le bec de lièvre. Perrine nous parle des informations qu'elle a reçues auprès du médecin. Faire la prise en charge pour faire rapidement l'enfant l'acte d'AMGS et faire la procédure aussi de recevoir vite l'acte de naissance et donc de constituer le dossier. Et elle nous appellera dès que possible. Le docteur chirurgien pédiatre Natacha Bouma du CHU de Jeanne Bory sur la définition de ces pathologies et au sujet des moyens qu'il faut pour réussir cette initiative.
Le bec de lièvre, encore appelé la fente labiopalatine, c'est une malformation congénitale qui intéresse la lèvre supérieure et le palais. La lèvre peut être seule atteinte, le palais aussi peut être seul atteinte et des fois on a les deux malformations, donc la lèvre et le palais. C'est une malformation qui demande une intervention chirurgicale. En ce qui concerne le matériel, c'est-à-dire tout ce qui est nécessaire à la chirurgie, c'est-à-dire en termes de matériel chirurgical, nous l'avons. Là où on aura besoin d'intervention, c'est ce qui est des médicaments, c'est aider pour le prix de l'intervention, aider sur l'hospitalisation, pour les bilans préopératoires, pour la consultation de l'anesthésiste. En gros, ce sont nos besoins. Cette opération de prise en charge des enfants souffrant de malformations des lèvres et de la langue, prévue le 7 décembre prochain, pourra redonner plus de beauté à nos nourrissons et peut-être sécher leurs larmes de douleur actuelles. Les magistrats et greffiers nommés et promus à la Cour des comptes lors du Conseil supérieur de la magistrature du 4 août dernier ont été installés dans leurs nouvelles fonctions respectives, aujourd'hui au Palais de justice de Libreville. Raymond Savou de Santa Fe. À l'issue de la présentation des 5 présidents de chambre, 13 conseillers maîtres, 18 conseillers référendaires, 5 procureurs généraux adjoints et 8 greffiers, le procureur général près la Cour des comptes dans son réquisitoire a rappelé les missions des promus. Charles Mpaga. À un niveau de responsabilité plus élevé, vous portez tous davantage, chacun en ce qui le concerne, la lourde charge d'éclairer la religion de la Cour, surtout dans le contexte actuel où le peuple gabonais, au nom duquel la haute juridiction financière rend ses décisions, exige une meilleure visibilité dans la gestion des ressources financières de l'État. De ce serment découle un ensemble de règles destinées à encadrer l'exercice de la profession. Le premier président de la Cour des comptes a précisé que cette audience solennelle d'installation se tient conformément à la Constitution de la République gabonaise, à la loi organique à la Cour des comptes et à la loi organique relative aux lois des finances et à l'exécution du budget de l'État. Gilbert Ngoulakia. Il s'agit du jugement des comptes des comptables publics ou comptables patents, ou de ceux des comptables de fait, du jugement des fautes de gestion, du jugement des entraves à l'action de la Cour des comptes, du contrôle de l'exécution des lois des finances, du contrôle du bon emploi des crédits, fonds et valeurs gérés par les différents services administratifs et par les collectivités locales, du contrôle des comptes et de la gestion des entreprises publiques, des institutions constitutionnelles comme la nôtre, des organismes bénéficiant du concours financier de l'État ou de toute autre personne morale de droit public, de la réalisation des audits et de l'évaluation des politiques publiques. Pour rappel, la Cour des comptes est investie de missions de contrôle des finances publiques et peut sanctionner les fraudes de gestion relevées lors de ces contrôles. Elle exerce aussi une mission de conseil et d'information auprès du gouvernement et du Parlement. Les nouvelles hors de nos frontières avec vous, Tian Davila Ngimini. Vous débutez par la RDC où on parle d'une dispersion d'une manifestation pour l'unité nationale. Cette marche organisée par l'opposant Martin Fayoulou visait à dire non à ceux qui convoitent les terres et les richesses de la République démocratique du Congo. La police a stoppé le cortège de l'ancien candidat à la présidentielle qui avait à ses côtés des centaines de ses partisans. Les forces de l'ordre ont dispersé à coups de gaz lacrymogène le cortège et crevé les pneus du véhicule de l'opposant, lequel s'est rendu quelque temps plus tard au commissariat de Limete pour exiger réparation. En Côte d'Ivoire, l'opposition n'a pas pu retirer ses fiches et bulletins de vote pour la présidentielle du 31 octobre prochain. Par cette démarche, l'opposition qui conteste l'impartialité de la Commission électorale indépendante et du Conseil constitutionnel laisse planer le doute sur un boycott du scrutin au moment où s'ouvre la campagne demain. Des vives violences en perspective dans ce pays où déjà une manifestation de l'opposition unie le week-end dernier a rassemblé pour la première fois de nombreux leaders autour de l'ancien président Henri Konan Bédié, affiche contre la candidature d'Alassane Dramane Ouattara à un 3e mandat. Cependant, les responsables de la Commission électorale indépendante soulignent que le retrait des spécimens par les candidats en lice n'est pas indispensable pour participer à l'élection.
Enfin, Tiane Davila Lengimini, le ministre français des Affaires étrangères, attendu demain à Alger pour parler de la Libye et du Mali. Jean-Yves Le Drian, pour son 3e déplacement dans la capitale algérienne, fera le point sur les avancées enregistrées dans la diplomatie bilatérale. Le chef de la diplomatie française aura des échanges de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun, notamment la situation au Sahara occidental, le dossier malien et la situation dans la région du Sahel, ainsi que la crise libyenne dont le règlement sera au centre des discussions entre les deux parties, précise Alger, qui craint les risques d'instabilité à ses frontières, entend jouer un rôle actif en Libye et au Sahel. Le sport avec vous, Hervé David Magena. La Ligue nationale de football sollicite du gouvernement une dérogation spéciale pour le démarrage du National Foot première et deuxième division. Cette démarche de la LINAF auprès du gouvernement est consécutive aux difficultés qu'éprouvent les deux clubs gabonais engagés aux compétitions africaines des clubs Boingdi Sport et Manga Sport. Brice Mbika Djambou, président de la LINAF. Nous sommes quasiment à 1 mois de la compétition et depuis le mois de mars, nos équipes n'ont pas repris les entraînements. Donc la situation devient de plus en plus dangereuse parce que même les 45 jours nécessaires pour une préparation foncière sont largement dépassés. Aujourd'hui, nous sommes inquiets parce que comment des équipes vont-elles faire pour aborder une compétition internationale sans être capables de reprendre ne serait-ce que les entraînements. Vous savez que depuis longtemps, nos équipes vont maintenant en compétition africaine sans jouer le championnat. Mais là, nous ne sommes même plus dans le championnat, nous ne sommes qu'au niveau de la reprise des entraînements. Donc, nous avons donc fait ce courrier et aujourd'hui, nous espérons que les choses vont aller dans le bon sens pour permettre à Manga Sport, pour permettre à Boingidi Sport de reprendre les entraînements. À 1 mois du début des compétitions africaines des clubs, Manga Sport et Boingidi Sport n'ont toujours pas repris les séances d'entraînement. Une situation difficile pour l'entraîneur de Manga Sport, Kevin Johnny. Avec mon président, on a saisi la fédération pour demander une dérogation qui nous permettra de reprendre les activités, ne fût-ce que s'entraîner. Nous sommes à l'attente de la réponse des plus hautes autorités. Depuis l'interruption du championnat national de football des premières divisions au mois de mars 2020, Manga Sport n'a pu jouer des compétitions. Il est temps que les choses reprennent. C'est une situation déplorable parce que depuis près de 6 mois, les joueurs ne sont plus en compétition. On a suspendu le championnat au mois de mars et jusqu'à nos jours, les joueurs sont en trêve. Donc on a déjà la trêve la plus longue parce que 6 mois de trêve, c'est trop pour un sportif de haut niveau. Les regards des sportifs gabonais sont désormais tournés vers le gouvernement qui tient une conférence de presse ce vendredi. Enfin, en football, l'international gabonais Merlin Abdoulaye Tandjingora aurait été testé positif à la Covid-19 à Lisbonne, au Portugal, lors du regroupement du match amical Gabon-Bénin. Selon une source proche de la Fédération gabonaise de football, le joueur âgé de 28 ans a été déclaré positif à la Covid-19 suite aux examens d'avant-match. Tandjingora a été placé à l'isolement au Portugal. Comme annoncé en début de journal, Fabien Guy Okemvele s'entretient avec Elder Mouteya, le coordonnateur du bureau sous-régional Afrique centrale de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Écoutons. La FAO est une agence de l'ONU qui lutte pour la sécurité alimentaire à l'échelle de la planète. À l'occasion de ses 75 ans, la rédaction de Radio Gabon reçoit Elder Mouteya, coordonnateur du bureau sous-régional de la FAO pour l'Afrique centrale, représentant au Gabon et Sao Tomé et Principe. Bienvenue et merci de nous accueillir au siège de votre institution. D'entrée de jeu, monsieur le coordonnateur, est-ce qu'on peut avoir la présentation sommaire de la FAO et quelles sont ses missions? Merci. La FAO est l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. C'est-à-dire qu'on travaille beaucoup sur l'alimentation et l'agriculture. L'objectif numéro 1 de la FAO, c'est l'élimination de la faim et de la malnutrition dans toutes ses formes. L'objectif numéro 2, c'est de rendre l'agriculture en général, ça inclut l'élevage, la pêche, la foresterie, rendre l'agriculture plus productive et plus durable. Et on travaille aussi pour l'environnement. Il faut garantir que la base de ressources qui soutiennent la vie dans la planète soit protégée.
Et on travaille aussi pour éliminer la faim, parce que notre contribution dans les systèmes agroalimentaires vise à éliminer la faim. Et pour ça aussi, on travaille pour la résilience des acteurs, des producteurs notamment, dans le secteur agroalimentaire. De façon globale, quelles sont les principales actions menées par la FAO pour réduire la faim en Afrique centrale? Oui, les activités sont notamment dans le cadre de la production, parce qu'il faut travailler pour l'accès, pour la disponibilité des aliments à travers la production. C'est pour ça que je dis qu'il faut rendre l'agriculture, l'élevage, la pêche plus productive. La population augmente dans le monde, et c'est-à-dire qu'il faut répondre à ces défis-là. Maintenant, on travaille beaucoup dans la production. Mais on travaille aussi, comme je disais avant, dans la protection de la base des ressources que soutiennent la vie dans la planète. Le sol, l'eau, on travaille aussi dans le cadre des enjeux sociaux, parce qu'il est important qu'on travaille ensemble en tant que communauté. Nous sommes des êtres humains et l'humanité doit toujours collaborer, coopérer pour qu'on puisse vraiment travailler ensemble. Et dans les ressources naturelles, on inclut aussi la faune et la forêt, parce que ça fait partie de la base des ressources qui soutiennent notre base alimentaire et la vie dans la planète. Monsieur le coordonnateur, quelle initiative la FAO prend-elle au niveau de la sous-région pour appuyer les États dans la transformation des systèmes alimentaires et surtout reconstruire au mieux après l'impact négatif causé par la pandémie de la COVID-19? Oui, au niveau de l'Afrique centrale, on a pas mal d'interventions. On a aussi des projets concrets pour accompagner les producteurs, pour accompagner le gouvernement. Nous sommes présents dans le terrain, mais on privilégie les priorités de chaque pays. Parce que dans chaque pays de la sous-région, nous avons une représentation et avec un petit corps technique qui supporte au niveau local le développement du secteur agroalimentaire. Mais nous avons aussi au niveau sous-régional une équipe d'experts qui sont basés là pour plusieurs sujets. Par exemple, la nutrition, la production et protection de plantes, la forêt, l'élevage, politique agricole, la pêche, l'agriculture, l'irrigation, terre et eau. Et maintenant, ces experts sont là pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de ces projets pour que ça puisse avancer. Et je peux donner comme exemple le programme Gestion durable de la faune sauvage, que c'est un projet parce que la forêt et la faune sauvage, c'est très important en Afrique centrale. On a un projet de 13 millions de dollars pour les pays ACP, Afrique, Caraïbes et Pacifique, que assistent les communautés à savoir vivre avec les ressources naturelles, notamment la faune sauvage. Et ça implique un peu aussi l'impact que la faune sauvage peut avoir dans le contexte de la COVID-19. Maintenant, on a pas mal d'initiatives dans les productions agricoles pour accompagner les petits producteurs. On a un projet qui s'appelle Classe Verte, que c'est une façon d'accompagner le producteur dans le métier de l'agriculture, de production agricole, de l'élevage. Mais on a aussi des interventions au niveau de l'élevage. Dans les pays qui parient dans l'élevage, comme par exemple le Tchad, la République centrafricaine, on travaille beaucoup dans les combats contre, par exemple, la peste des petits ruminants, la pneumonie des bovins, que c'est très très contagieuse, mais qui affecte la productivité dans l'élevage. Nous sommes là, et la pêche aussi, ça joue un rôle très important dans l'Afrique centrale. Et nous avons des initiatives dans la région de lac Tchad, parce qu'on parle d'une région aride et semi-aride. Les techniques qu'on applique sont un peu différentes des environnements de la forêt. Merci, monsieur le coordonnateur. C'est avec cet entretien qu'on se referme ce journal. Merci à Tian Davila Lengimini pour la collaboration rédactionnelle. Chéi Maneya assure le montage. La mise en onde est de Léopold Lombo Moizoko. Je suis Achille Mwanda-Moussouti. Bonne soirée à tous et à demain. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.